Je vois qu'encore il y a des personnes qui arrivent. Installez-vous. Il y a des places, il y a 2 places devant, si vous voulez. Non, oui, oui. Il y a 2 places devant. Voilà, donc, écoutez, alors hier, je vais raconter l'histoire, parce que je raconte toujours des histoires. Hier, je me promenais dans la rue, et d'un coup, j'entends quelqu'un qui prononce mon patronyme 3 fois. Que m'arrive-t-il? Vous savez, avec l'âge, on a des problèmes d'oreilles, etc. Je me dis, je me confonds, etc. Et puis, vraiment, je me retourne et je vois quelqu'un qui m'appelle, et donc je vais voir cette personne. Et cette personne me dit, vous savez, Labadie, comme ça, Labadie, j'ai lu un livre que j'ai acheté il y a... Alors je lui dis, quel livre? Il dit, oui, c'est sur la résistance, les services secrets. Alors je dis, mais c'est un livre ancien. Alors il me dit, vous devez le connaître, le livre. Alors je dis, je ne sais pas, ça dépend de quel livre vous parlez. Et il me dit, c'est un livre que je viens d'acheter, qui vient de sortir. Alors je ne me rappelle plus le nom de l'auteur. Alors il cherchait. Et puis il me dit que cet auteur s'appelle Antoine Arnoux. Alors je ne sais pas si on dit Arnoux. Comment ça? Ça s'appelle Antoine Arnoux. Alors je dis, c'est bizarre, ça me dit quelque chose. Vous voyez, c'est un peu en dehors en fait. Hein, voilà. Je dis, c'est quelque chose. Et donc je prends mon téléphone professionnel, et dans mon téléphone professionnel, évidemment, j'ai mon agenda. Et donc je regarde et je dis, c'est drôle, c'est celui qu'on reçoit demain. Et donc, du coup, je dis, venez à la conférence. Et malheureusement, je suis occupé, je ne pourrais pas venir, mais il me dit, son livre est génial. Donc voilà, voilà donc l'histoire. Et donc, on voit M. Antoine Arnoux, que je n'ai jamais vu, et on a tous été frappés par sa jeunesse. Car c'est notre conférencier le plus jeune qu'on ait jamais reçu. On n'a jamais reçu, je ne sais pas quel âge, vous avez quel âge, je ne sais pas, mais c'est bientôt 41. Ah non, mais pas si jeune que ça finalement. Hein. En fait, ce que c'est quand on vieillit, on voit des gens très jeunes. Vous voyez, voilà. Donc vous avez 41 ans, donc c'est quand même, pour nos conférenciers, je ne suis pas sûr qu'on ait eu quelqu'un de plus jeune. Ou alors ça peut arriver, peut-être, mais c'est exceptionnel. Voilà. En tout cas, je vais arrêter mon histoire. En tout cas, on est très heureux, évidemment, aux archives départementales de vous accueillir pour cette conférence sur un sujet qu'on connaît bien et qu'on connaît mal à la fois. On connaît bien, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale. On sait à peu près, il y a des ouvrages qui ont été faits sur la résistance, on connaît les maquis. D'ailleurs, des données sont en ligne sur Mémoire des Hommes. On a des documents qui nous racontent les actions, les membres, etc. Mais on connaît mal, et en particulier aux archives départementales, on trouve très peu la trace, évidemment, de tous ces personnages qui sont évidemment secrets, et comme par définition, comme ils sont secrets, on a rarement, évidemment, des documents qui les concernent. Alors on les retrouve après, quelquefois, pour les questions liées à des cartes, à une carte, par exemple, de résistants, etc. Donc on arrive à retrouver quelquefois ces personnages, mais c'est extrêmement rare, et quand même on s'aperçoit que ces hommes et ces femmes, hein, d'ailleurs, des services secrets, eh bien, effectivement, traversent le département, agissent dans le département, ce qui est toujours très difficile, évidemment, à percevoir, et d'avoir une vision globale. C'est surtout ça. Voilà. Donc ce soir, on va parler, en fait, des services de secret français, le BCRA, on va parler des services de secret américains avec l'OSS, et puis on va parler des services secrets, donc anglais, avec le SOE. Alors nous, on connaissait un petit peu le SOE parce qu'on avait notre baronne d'origine, c'est une histoire, un jour il faudra qu'on raconte, d'origine polonaise, qui était en fait membre du SOE, hein, qui a permis la libération d'ailleurs de membres du SOE, hein, en négociant avec la Gestapo juste avant la libération. Donc il y a des belles histoires comme ça, hein, de cette femme qui avait été parachutée avec son chef, et qui a beaucoup agi dans le département, mais vous voyez, on les voit, c'est furtif en fait. Hein, voilà. En revanche, cette femme-là est très connue, parce qu'elle a devenu des publications en anglais, voilà, elle est très connue du côté de Sainte-Sorbonne, mais aux archives départementales, dans nos archives, évidemment, on a quelques mentions, et c'est extrêmement rare, de ces affaires-là. Donc, je vais vous laisser la parole pour le temps que vous voudrez, et puis après, vous pourrez évidemment poser toutes les questions hein, qui vous viendront à l'esprit. Voilà. Merci encore à vous d'être venus. Vous avez fait 5 heures de route, je crois. Oui. Hein, vous venez de Lyon. Voilà, donc vous voyez l'effort qui a été fait quand même. Hein, j'espère que vous ne partez pas directement à Lyon en sortant d'ici. D'accord. Voilà, parce que c'est voilà. Donc vous voyez, on est vraiment pour le coup, vu l'effort que vous avez fait, de vous accueillir ici pour écouter un sujet totalement inédit. On n'a jamais évoqué cette question-là aux archives départementales et peut-être même dans le département, hein, les services secrets. Et donc, vous allez nous faire de l'inédit. Et donc, on va donc voir vos paroles. Merci à vous. Merci. Bravo. Merci beaucoup.
Alors merci aux archives de m'accueillir, merci aux Dinois, voilà, et aux Dinoises de me recevoir. Alors tout d'abord, comment c'est arrivé mes recherches? Alors excusez-moi si je bafouille un petit peu, avec 5 heures de route. Alors tout simplement, c'est que je faisais des recherches pour la ville de Savines, dans les Hautes-Alpes, maintenant ce qu'on appelle Savines-le-Lac, et je suis tombé sur des archives anglaises où il parlait qu'un pont avait été saboté par des commandos anglais. Et après je suis reparti, j'ai fait des recherches et je suis tombé sur un commando, deux commandos, trois commandos, et après je suis tombé sur un réseau d'espions anglais, le réseau Jockey. Et leur chef c'était Francis Camaers. Il semblerait que vous avez une esplanade qui a été inaugurée en son nom. Et je tiens à remercier aussi la ville de Digne parce que vous êtes la seule commune où Francis a travaillé. J'ai tellement travaillé pendant 5 ans et j'ai retrouvé sa fille. Donc voilà, je me suis attaché un petit peu à ce personnage et à Christine Granville, vous verrez par la suite. Et voilà, la ville de Digne a eu l'intelligence de rendre hommage à cet homme. Voilà. Voilà. Donc présentation des Alpes du Sud, les agents du SOE, les parachutages d'agents, les drop zones, comme on appelle ça dans le jargon, les missions interalliées, les commandos de Jetberg, les commandos de l'OSS et les agents de la France. Alors, désolé pour les gens qui sont du coin, mais tout simplement, déjà, les Alpes de Haute-Provence, ça n'existait pas. Ça s'appelait les Basses Alpes jusque dans les années 70. Le lac de Sainte-Croix, le lac de Serpenson n'existaient pas. Exactement. Les 2 cols principaux pour passer les Alpes, dans les Alpes du Sud et en région PACA, c'est le col de l'Arche chez vous et Montgenèvre dans le 05. Forcément, le tunnel du Mont Blanc et de Fréjus n'existait pas, donc il n'y avait pas d'autoroute et les voies de chemin de fer étaient plus empruntées. La voie de chemin de fer qui passe le long de la Durance et qui remonte jusqu'à Gap, Veynes et ainsi de suite était plus fréquentée. Les TGV n'existaient pas. Donc les 2 départements avaient 2 emplacements stratégiques. On l'oublie complètement, mais durant la Seconde Guerre mondiale, les 2 départements étaient très importants sur le point de vue stratégique. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, alors les combats de 1940, je vais faire simple. Et tout simplement, il ne faut pas oublier, c'est que dans notre région, on a été attaqué par les Italiens, et non par les Allemands, comme la plupart de la France. L'armée des Alpes a gagné cette guerre de position grâce à la ligne Maginot, et surtout à l'artillerie. Ensuite, on a été en zone libre, avec une zone qui était sous contrôle sur 50 km des forces italiennes. Bon, ça, c'est très compliqué, très technique. Et ensuite, en 1942, on a été envahi par les Italiens jusqu'en 1943. Et en 1943, les Allemands sont arrivés. Le SOE. Alors, il faut comprendre, c'est que en juillet 1940, Churchill se rend compte que la guerre de gentlemen, c'est-à-dire des hommes en uniforme, voilà, entre armées traditionnelles, il a perdu la guerre et il peut plus combattre comme ça. Donc il se rend compte qu'il faut créer la résistance. Et sa fameuse phrase de mettre l'Europe à feu et à sang, c'est la fameuse phrase de Churchill, c'est quand il va créer le SOE et il va créer la résistance. Alors, c'est triste à dire, mais le terme terrorisme, c'est un peu Churchill qui l'a créé, en créant, en faisant sauter des bombes, en ouvrant le feu sur des convois, en faisant des exécutions. C'est Churchill qui a créé ça avec la résistance française, italienne, belge et ainsi de suite. Le réseau d'espions Jockey. Alors, il a été créé par Francis Camaers, tout simplement, c'est que le SOE avait son premier rôle, c'était le renseignement. Le renseignement en prenant des photos et en prenant des informations et en envoyant les infos à Londres ou à Alger. Ensuite, 90% de leur travail, c'était l'envoi d'armes à la résistance, le parachutage d'armes, j'en parlais tout à l'heure. Les 3/4 des armes qu'ont reçues la résistance française, c'est grâce aux Anglais. De Gaulle n'avait quasiment plus rien techniquement parlant, il n'avait pas assez de capacité pour parachuter des armes sur toute la métropole. Et ensuite, leur rôle, c'était d'aider la résistance à faire du sabotage, parce que, par exemple, je me suis renseigné auprès de militaires, des explosifs pour faire sauter un pont, c'est pas le mettre tout simplement sur un pilier, parce que selon le modèle du pont, de sa construction et l'explosif, et on ne va pas avoir le même résultat. Donc si on veut que ça fonctionne, il faut que ce soit des gens qui s'y connaissent et qui soient entraînés. Voilà. Donc Francis Camaers, il va dans un premier temps arriver dans le nord de la France, à Compiègne, pardon. Et voilà.
Il est quand même beau gosse, hein. Très bel homme. Et donc, déjà pour commencer, attendez. Son père était belge et sa mère était britannique. Mais il a pris la nationalité britannique parce que chez les Anglais, la double nationalité n'existe pas. Il a été envoyé en France, normal, parce qu'il parle français couramment. Et oui. Au début de la guerre, il est objecteur de conscience. Il ne veut pas faire la guerre, donc il va être obligé de passer 2 fois devant les tribunaux, parce que en Angleterre, ils ne veulent pas en entendre parler. Voilà. Et ce qui va lui faire changer d'avis, c'est que son frère va mourir dans la bataille d'Angleterre, dans la RAF, et il va s'engager dans l'armée. Et il a un de ses amis qui est déjà au SOE, et il lui dit, écoute, tu es intelligent, tu parles français, ne finis pas dans l'infanterie comme chair à canon, viens au SOE. Et il passe les tests, il est sportif, il a 20 sur 20 partout, et il va arriver dans un premier temps à Compiègne, et il va se rendre compte que la résistance française ne respecte pas les consignes de sécurité. L'équipe qui va le réceptionner va par exemple traverser Paris en voiture de nuit alors qu'il y a un couvre-feu. Donc lui, quand il va arriver à la première planque, il va faire un message à Churchill, il va faire la résistance française, pas bon. Il va partir ensuite dans le secteur de la Savoie et Haute-Savoie, où il va travailler pour un réseau. Malheureusement, ce réseau va tomber, il va être infiltré par la Gestapo, parce que, encore une fois, la résistance n'était pas assez, alors pas de partout, mais ils n'étaient pas sur leur qui-vive, et une fois la Gestapo a fait une descente, et ils sont tombés sur les fiches, comme ça, là, avec tous les noms, les adresses, et ils n'avaient même pas de pseudo. Donc ils sont arrivés, ils ont cueilli tout le réseau. Et Francis, quand il apprend que le réseau pour qui il travaille se sont fait attraper par la Gestapo, il est à Cannes. Et c'est un agent qui va lui dire, écoute, ne remonte pas, c'est compromis, ils savent que tu existes, ne remonte pas. Donc lui, il appelle. Quand je dis appel, il envoie un message en morse à Londres, et il leur dit, écoutez, qu'est-ce que je fais? Et ils lui ont dit, allez-y, créez votre réseau. Donc son réseau va s'appeler le réseau Jockey, et il va couvrir toute la région PACA, dont le 04-05. Au début, il va travailler beaucoup sur la Côte d'Azur. Il va rencontrer un de ses meilleurs amis qui va devenir Auguste Floras. Il était marseillais et c'était un Français qui travaillait pour le SOE. C'est un des meilleurs opérateurs radio qui ait travaillé pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais plus combien de mots il a envoyé par minute. Il ne s'est jamais fait attraper. Il travaille sur la Côte d'Azur. Et Auguste lui dit, écoute Francis, alias, il s'appelait Roger. Voilà. Il dit à Roger, écoute, on ne peut plus rester sur la Côte d'Azur, il y a trop de monde, c'est trop surveillé et les gens parlent trop. Et il avait des contacts à Seine-les-Alpes, et il dit, j'ai des amis dans l'arrière-pays, on va se planquer là-bas, et il commence à travailler dans le 04, un petit peu le 05. À savoir, c'est que Francis, il ne passait jamais une nuit au même endroit. Il n'utilisait jamais le téléphone. Il utilisait toujours le train, rarement le taxi, et il avait jusqu'à 14 identités. Voilà. Par exemple, vu qu'il était professeur avant la guerre, il passait pour un professeur remplaçant. Bon, que ça passe facile en temps de guerre. Ensuite, vu qu'il avait travaillé dans une ferme, il se faisait passer pour un commercial en matériel agricole. Donc il y a 14 identités, il faut être fort. Donc il vient dans le 04 et le 05, il travaille normalement aussi dans la création pendant 6 à 8 mois. Il va créer ses cellules et il va aller de contact en contact pour voir les gens avec qui il est sûr de pouvoir travailler, ceux qui sont... Il va les tester. Francis, il était à fond pour la sécurité, donc il va tester, il va voir, voilà, un tel, il joue le jeu de la sécurité, je vais travailler avec lui, d'autres, non, je ne vais pas me faire attraper. Donc Auguste Floras, et dans les services secrets, et oui mesdames, il existait des agents. Une femme, Cécile Lefort, son premier... Cécile Lefort, dans les services secrets anglais, alors c'est pas de ma faute, hein, les femmes servaient d'agents de liaison. Donc elles prenaient les messages, souvent elles les cachaient dans les soutifs, et elles allaient de maquis en maquis pour donner l'information. Malheureusement, Alice va être arrêtée par la Gestapo à Montélimar, parce qu'elle va retourner dans une planque où Francis leur avait dit « N'y retournez pas, on a appris que la milice connaissait l'existence de cette planque, n'y retournez pas ». Elle ne l'a pas écouté, ils ont encerclé la maison, et elle a eu un destin tragique, direction Lyon, torturée par Klaus Barbie, déportée, elle n'est jamais revenue. Voilà. Ses successeurs,
Christina Skarberg, alias Christine Granville, que vous connaissez bien ici. Voilà. Ah, c'est ma chouchou. Moi, je suis tombé fou amoureux. Donc, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Christine Granville, ancienne comtesse polonaise, ancienne Miss Pologne, elle parlait 5 langues, dont le français. Et elle a une vie romanesque. Alors, tout simplement, elle a été avec son mari, parce qu'elle a eu beaucoup d'amants, donc on ne sait pas d'un coup son mari ou autre. La Pologne est envahie. Elle part dans les Balkans, elle travaille pour les services secrets anglais. Elle se fait attraper par la Gestapo. Elle s'enfuit, elle part direction l'Égypte. En Égypte, les Anglais pensent qu'elle joue double jeu, que les Allemands l'ont retournée. Elle est testée, elle a dû, à mon avis, pas rigoler tous les jours. Ils ont vu qu'elle était clean, comme on dit, et ils disent, bah écoute, maintenant on sait que les Allemands ne vous ont pas retourné, vous allez partir à Alger, et à Alger, il y avait un grand camp d'entraînement pour les services secrets, où elle a préparé son arrivée en France. Et après, ensuite, le SOE recrutait des gens du coin, comme on dit, du secteur, des Français qui travaillaient pour eux. Le docteur Léon Dulci, responsable de parachutage dans la région de Fort-Calquier, pour le SOE. Suzanne Ross, pour le 05. Voilà, malheureusement, lui mourra à Signes. Voilà, exactement, merci. Et Madame Ross, alors, voilà, il y a du travail à faire là-dessus. Tout simplement, elle se fait attraper à Briançon, transférée à Gap. Bizarrement, le convoi où elle était a été mitraillé. Voilà, parce que c'était la veille du débarquement. Est-ce qu'ils ont voulu la faire taire, malheureusement. Et Pierre Reynaud, expert en sabotage, donc il allait de maquis en maquis, beaucoup dans le 26, dans la Drôme. Et lui, malheureusement, pareil, par manque de sécurité, il va se faire attraper par la Gestapo à Cannes. Tout simplement, il y avait un résistant qui est sorti avec une femme, et au lieu de rien lui dire, voilà, la femme a parlé dans un bar en disant qu'elle connaissait les agents secrets des résistants. Et malheureusement, la Gestapo s'en est servi. Le parachutage d'agents dans les maquis. Alors, dans le jargon militaire, on appelle ça une drop zone, on appelle ça une DZ. Les drop zones, c'était souvent des coins, forcément, reculés des grandes villes. Il n'y avait qu'une seule piste d'atterrissage clandestine dans la région PACA, on va dire dans l'arrière-pays, là. C'est dans le Vaucluse, dans le Luberon, tout simplement parce que dans le 0405, les avions de l'époque n'avaient pas la technologie pour remonter rapidement. Un C-130, les avions actuels, sur 200-300 mètres, ils se posent et ils repartent. Les pilotes de la RAF, la Royal Air Force, n'osaient pas trop descendre parce qu'avec les hautes montagnes au-dessus de Barcelonnette où il y avait les maquis, ils préféraient parachuter de haut. Voilà. Donc la plupart des parachutages se faisaient dans les endroits reculés. Alors pour les agents dans le 04, c'est à Seine-les-Alpes, au col du Fanger. Ça a été un endroit très important où on a retrouvé des containers. J'ai des photos de containers et j'ai retrouvé un container. Alors, je vous en parle parce que je l'ai retrouvé dans le 05, mais à moins d'un kilomètre, il était dans le 04. Il a été parachuté le Morgon, qui fait la séparation entre les deux départements, et j'ai retrouvé un container grâce à un ancien qui m'en a parlé, et le reste du container est au musée de Gap. Voilà. Sabotage industriel. Alors, comme je vous ai expliqué, il y a aussi du sabotage industriel. Donc les deux départements étaient concernés par les usines du groupe Péchinet, si je ne me trompe pas. Ouais. Voilà, à Saint-Auban et à l'Argentière. Et voilà, ils produisaient environ 650 tonnes d'aluminium. Donc l'aluminium, on sait à quoi ça sert, hein, les avions. J'ai un ancien aussi qui m'avait expliqué que ça pouvait servir aussi dans les produits chimiques. Donc malheureusement, je ne suis pas chimiste de formation. Et les Anglais, alors Churchill, pour la petite info, détestait les bombardements. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que quand on bombardait une usine ou des voies de chemin de fer, il y avait automatiquement des morts. Et Churchill va demander aux résistants qui vont travailler pour son service, ou à ses agents qui sont sur place, d'aller saboter les usines d'aluminium, parce que si malheureusement ils bombardaient les usines, quand on voit le bombardement de Sisteron, ce que ça a donné, voilà. Et il va donner un ultimatum à ses agents et aux résistants du coin, en leur disant, voilà, je vous donne 6 mois pour réussir à diminuer la production, ou à faire sauter les voies de chemin de fer pour empêcher que l'aluminium parte dans les usines allemandes. Si vous ne le faites pas, malheureusement, je ne peux rien faire. Et grâce aux résistants du 04 et du 05 qui vont faire l'Argentière Saint-Auban, et aussi l'usine de Gardanne dans le 13, ils sont partis de Manosque,
Et il y a le chef de la résistance, alors je ne sais plus, je crois que c'est Vidal. Ouais, Vidal, voilà. Vial, merci. Jean Vial, voilà. Il faisait partie de cette équipe avec Dumont, qui est connu dans le 05, et d'autres, et un agent du BCRA, qui était responsable du sabotage, spécialiste en plasticage. Et ils ont fait sauter les cylindres de Gardanne, j'en parle dans le livre, et ils ont fait quelque chose de fantastique. Donc si Saint-Ouen n'a pas été bombardé, c'est grâce à l'action des résistants et des agents du SOE. Forcément, les voies de chemin de fer, voilà, si vous voulez empêcher des convois de partir, à partir de juin 1944, forcément il y a le débarquement de Normandie, et les Alliés vont demander au FFI et aux agents d'empêcher l'envoi de renforts du sud de la France vers la Normandie, ce qui s'est passé partout en France. Et là j'ai retrouvé un sabotage d'un train entre Vennes et Grenoble. Mais je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir d'où partait ce train. Donc il faudrait que j'aille chercher dans les archives de la SNCF, parce que peut-être qu'il partait de Digne ou d'autres. Mais le sabotage a eu lieu entre Vennes et Grenoble. Et voilà, le 6 juin, Francis était à Guillestre, parce qu'il y a deux grosses familles de résistants qui ont beaucoup travaillé avec le SOE. La famille Galetti, les transporteurs, pour ceux qui connaissent un petit peu, et dans le 04, la famille Davin. Et dans le 04, les noms qui ressortent souvent dans les rapports, Vial, Tardy, Tardy, on va dire limitrophe 04-05 entre Sisteron et Laragne, la famille Guérin, vers Savourdon. Et j'ai mangé un autre nom, il y a d'autres noms, mais il y a beaucoup de noms de famille. Noël, le chef de la résistance d'un secteur qui s'appelle Noël. Alors, je vous expliquerai, il y a 2-3 trucs. Donc voilà, des photos de rapport, parce que je suis tombé sur des personnes qui m'ont... des haters, donc en français, c'est-à-dire des méchants, quoi, des jaloux, qui m'ont dit que j'avais tout inventé. Voilà. Donc là, j'ai de la chance, le rapport, c'est un résumé du rapport dans le Pasdal qui est en français. Vous pouvez le trouver aux archives sur Internet, nationales, mais la plupart sont en anglais, donc voilà. Le soulèvement... Ah oui, alors, l'Ubaye et le Vercors. Alors, on peut avoir une fierté dans le 04, c'est que c'est triste, mais l'Ubaye a été le premier soulèvement dans les Alpes, on va dire, durant l'été, printemps-été. Il y a eu en Savoie, j'ai mangé le nom... Les Glières, merci. Il y a déjà eu les Glières, et ensuite ça a été l'Ubaye. L'Ubaye s'est soulevé avant le Vercors. Francis Cammaers va prévenir Alger et Londres que les chefs de la résistance, désolé de dire ça, le général Zeller, s'est enflammé. Il a cru que dès qu'il y a eu le débarquement de Normandie, les Alliés allaient envoyer des renforts en grosse quantité dans l'Ubaye pour libérer la vallée. Mais Francis va lui dire, attention, en armes, j'ai déjà distribué toutes les armes, j'ai pas de canon, j'ai très peu de bazooka, et si les Allemands attaquent par les 3 voies d'accès, le col de Vars, le col de l'Arche par Cuneo, et en venant de Gap, on ne pourra pas les contenir. Ils se sont soulevés, ils n'ont pas écouté Francis Cammaers, malheureusement au bout d'une semaine, les Allemands vont attaquer, ils vont reprendre la vallée. Voilà. Et c'était en juin 1944. Et quand le Vercors recommence, Francis va tirer la sonnette d'alarme, il va leur dire, c'est une mauvaise idée. Et dans ses mémoires, il a eu du courage parce qu'il a critiqué autant les généraux français et anglais, en disant qu'ils ont quasiment abandonné les résistants français. Dans les bails, il y a eu un parachutage en urgence de matériel, mais ça n'a pas suffi. Et voilà, il le dit dans ses mémoires, vous le verrez tout à l'heure. Voilà, il tira la sonnette d'alarme. Et son principe est, pour moi, très intelligent. L'efficacité de la résistance, c'est d'agir comme des groupes, comme une espèce de nuage de moustiques. On attaque, on part, on attaque, on part. Dans ses mémoires, il explique que le problème de la résistance française, pas tous, c'est qu'il y en a, ils vont attaquer les Allemands et ils vont rester 5, 10, 15, 20 minutes à tirer sur les Allemands. Sauf que les Allemands, et ça fait quand même presque 3-4 ans qu'ils font la guerre, ils ont une bonne armée entraînée, ils encerclaient les résistants, et après c'est comme ça qu'ils se faisaient souvent attraper. Et Francis n'arrêtait pas de leur dire, vous attaquez 5 minutes et vous partez. Il y a eu, petit aparté pendant mes recherches, il y a eu des tensions entre les agents secrets du SOE, des missions que vous allez voir, et avec certains maquis. Pourquoi ? Parce que
il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de maquis communistes dans la région, et de voir des Anglais ou des gaullistes arriver pour aider, il y a eu des petites tensions. Francis, à la fin de la guerre, va être remercié par beaucoup de maquis, dont les communistes, parce que il va dire, écoutez, moi, je viens de Londres, c'est pour le parachutage d'armes, et il y a eu un problème une fois sur un parachutage au mai, où il y a eu des maquis qui sont arrivés, ils ont pris les armes, et par exemple, quand c'était un maquis gaulliste, il laissait quasiment pas d'armes aux communistes, et vice-versa. Ah oui, j'ai eu pas mal d'histoires d'anciens de maquis dans le 05 où un tel prenait les armes, et voilà. Et Francis va dire, écoutez, moi, j'ai une mission, c'est de nuire à Vichy et aux Allemands. Donc quand un parachutage arrive, c'est divisé en parts égales. Et pour un Anglais, tout le monde va le remercier en disant qu'il ne faisait pas de différence entre les maquis de tel village ou tel village. Voilà. Et ça, c'est rare. Alors la mission Michel, ça a été la première mission interalliée. Alors interallié, il y avait souvent, c'était sur 3 voire peut-être 4 hommes, ça dépendait des missions, voire 6 grand max. Donc il y avait anglais, français, américain, sud-africain, canadien et ainsi de suite. Donc là vous avez 2 anglais et un français. Voilà. Donc eux ils vont arriver en avril 1944 et ils vont commencer à organiser un petit peu les contacts avec les maquis, en demandant voilà, de saboter telle voie de chemin de fer, ainsi de suite. Ils vont travailler dans l'organisation. Ils seront présents lors du soulèvement de l'Ubaye, et le Ashley Hay va mourir le 13 juin, c'est marqué sur la tombe si je ne me trompe pas. Oui, voilà. J'ai retrouvé sa tombe au cimetière militaire anglais de Mazargues, à Marseille. Il va toucher un véhicule blindé allemand au niveau de la Condamine, avec un Piat, c'est un bazooka anglais, je vous fais simple. Et malheureusement, il va être touché par une balle, et il va mourir quelques heures après. Ses collègues vont réussir à s'enfuir, malheureusement, il y en a 2 qui mourront à Signes, et un qui partira dans le Vercors. Donc là, malheureusement, cette mission est un échec total, parce que eux, par contre, Ashley Hay, dans ses mémoires, Francis explique que ils pensent réellement que les Anglais vont envoyer des renforts dans l'Ubaye. Et Francis leur dit, mais moi j'ai pas d'infos là-dessus, je suis responsable de tout ce qui est parachutage. Et ils arrivent, non vous inquiétez pas. Et les pauvres résistants du 04 ont vu arriver des parachutistes, 3-4 hommes, ils ont dit, bah, la suite va arriver. Et malheureusement, ça ne viendra jamais. La mission passe par eux, par contre ils sont arrivés en 2 fois, ils étaient plus nombreux. Donc eux, dès leur arrivée, donc je ne dis pas tous les noms, hein, c'est marqué là. Alors, j'ai un chouchou, le major Avar Gunn. Alors lui, il est écossais, alors c'est un peintre qui vivait déjà à Saint-Tropez avant le début de la guerre, et il était un peu excentrique. Voilà. Donc quand ils vont arriver, ils vont se scinder en 2. Il y a une équipe qui va partir donc ils arrivent à Seine-les-Alpes, il y en a une qui va partir dans l'Ubaye pour s'occuper du col de l'Arche, parce que les Anglais prévoyaient tout simplement, voilà. Le col de l'Arche pour le 04, et comme le Mont Genèvre, il faut comprendre que les Anglais vont préparer le débarquement de Provence. Dès 1943, ils commençaient à avoir l'éventualité d'un débarquement en Provence. Le col de l'Arche et le Mont Genèvre, c'est les 2 cols les plus bas des Alpes pour faire passer des troupes de l'Italie à la France. Et il ne faut pas oublier, c'est que durant le printemps-été 1944, les Allemands dans le nord de l'Italie, ils n'étaient pas du tout inquiétés. Il y avait des Panzerdivisions, il y avait des divisions SS. Et vous vous souvenez de l'Africa Corps de Rommel, quand ils ont perdu l'Afrique, ils les ont réembarqués dans les bateaux. Ils ne les ont pas laissés sur place. Donc il y avait des tanks, de l'artillerie lourde, et c'était des équipes aguerries. Donc les Alliés savaient que s'ils faisaient un débarquement, les Allemands allaient faire passer par le Mont Genèvre et l'Arche des renforts. Et là, le débarquement n'a pas été facile. Donc il y a une équipe qui va partir au col de l'Arche pour photographier, voir les endroits où ils pourront dynamiter au moment voulu, organiser, voilà. Et ensuite, il y a une autre équipe qui va partir dans le sud du 04, à Colmar, enfin, je ne dis pas Colmar, mais les Alpes, pour travailler avec le Sapin. Alors je ne sais pas son grade, je crois que c'est le général Sapin, qui s'occupait du 06. Et voilà, donc eux, ils vont s'occuper réellement de l'arrière-pays niçois et sur le côté droit des Alpes du Sud. Désolé. Hein, Voilà. Ensuite, ils vont avoir un deuxième arrivage avec
le major Xan Fielding. Et pareil, eux vont rester dans le secteur de l'Ubaye. Alors Xan Fielding, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un écrivain. Il a servi en Crète. Vous savez, la fameuse opération où il y a eu un film là-dessus, où ils ont enlevé un général allemand dans les années. Voilà, il fait partie de cette équipe. C'est lui qui a traduit la planète des singes et le pont de la rivière Kwai. Voilà. Il fera partie de l'équipe des personnes qui se feront arrêter par la Gestapo avec Francis. Il était dans la voiture avec Francis Camers. Et petite histoire, il repassera à Digne. Peut-être que vous ne le savez pas. Il repassera à Digne avec une équipe de cinéma dans les années 50-60 pour un tournage. Je n'ai plus le nom du film, je le retrouve dans mes archives. Et ils allaient dormir dans, je crois, la villa... Merci. Voilà, merci. Et ils allaient pour dormir à l'équipe de tournage dans la maison. Et il dit, ah bah c'est marrant, c'est que on va dormir là où j'ai été arrêté, où j'ai été torturé. Et toute l'équipe de tournage, j'ai retrouvé l'écrit, si vous voulez, je vous le passerai. Et ils ont changé d'endroit parce qu'ils ne voulaient pas dormir à cet endroit-là. Mais ils prenaient ça avec sourire. Ouais. Alors c'est pas une photo d'archive, hein, j'ai trouvé ça sur internet. Voilà. Cette équipe va partir travailler aussi, ceux qui sont dans l'Ubaye, forcément avec Christine Granville. Alors Christine Granville, elle va venir travailler beaucoup dans l'Ubaye. Elle va travailler dans l'Ubaye, dans le Kera, et beaucoup en Italie, à la frontière. Tout simplement, c'est que les Allemands avaient, malgré eux, dans la Wehrmacht, des soldats polonais. Et ils vont se rendre compte que s'ils envoient une agent polonaise leur parler aux soldats polonais pour leur dire quand les Alliés vont arriver, jetez les armes et voilà, vous ne serez pas non plus poursuivis. Ça dépend pour certains, parce que c'est un peu comme malgré nous en Alsace, il y en avait, voilà, je ne reviendrai pas là-dessus. Et sa mission, c'était d'aller chercher les Polonais qui étaient dans la Wehrmacht au col de l'Arche pour que, dès que les Alliés, le débarquement allait arriver, les fortifications du col de l'Arche ne bloquent pas les résistants français qui voulaient déjouer le piège. Donc elle se faisait passer pour une bergère et elle était ramenée en moto, par monsieur Davin. La famille Davin, j'ai retrouvé son fils qui m'a gentiment passé une photo et quelques mots. Et c'est lui qui transportait, Marcel Davin, qui transportait Christine Granville au col de l'Arche. Donc voilà, le jour J dans l'Ubaye lors du débarquement de Provence. Donc ceux qui sont au gun avec sapin, ils vont aller chercher les équipes de parachutage dans l'arrière-pays niçois et ils vont s'occuper de tout ce qui est le secteur de Colmar. Et les autres vont s'occuper forcément du col de l'Arche en bloquant je tiens à préciser, dès que je parle d'une action d'agent ou de commando, c'est toujours avec des FFI, avec des maquisards. Ils n'ont jamais rien fait tout seuls. Il ne faut pas oublier que c'était que 4-5 hommes. Ils étaient planqués dans les maquis et personne. J'ai retrouvé des enfants de résistants qui ne savaient pas, leur père leur avait jamais parlé d'agent. Et ils me disaient, mais dans les maquis, ils parlaient français, parce que s'il y en a un qui se faisait attraper, ou ils ne savaient pas s'il y avait une taupe. Donc il faut comprendre que c'est pour ça qu'on a très peu d'écrits dans le secteur sur les agents secrets. Donc voilà ce que je vous ai expliqué. Dans le col de l'Arche, voilà, entre le 20 et le 21 août, parce que le problème c'est que dans certains rapports ou certains écrits, il y a des divergences dans les dates. Il y en a qui va dire le 19, l'autre le 20, le 21, donc j'ai coupé en deux. Donc le 20-21, l'Arche, voilà, ils apprennent que Digne et Gap tombent, et les panzers des Allemands partent au col de l'Arche et à Montgenèvre, et grâce aux maquis qui ont fait sauter les ponts et les routes le 15 août, ils empêchent les panzers de descendre. Sauf que dans l'Ubaye, surtout dans l'Ubaye, ils vont essayer de descendre jusqu'à la Condamine et ils vont rester au col de l'Arche. Et là, par contre, ils vont tirer à coups d'artillerie sur les FFI qui essayent de remonter l'Ubaye. Et l'Ubaye, ça a été un enfer. Donc ça, je vous fais juste un résumé. Une mission d'uplink qui était dans le 05, qui travaillait avec les résistants italiens. Voilà. Donc là, cette photo... là, c'est M. Galetti, une grande famille de Guillestre. Christine Granville, vous voyez, habillée en bergère. Et les trois autres, c'était des agents anglais. Et vous voyez, ils étaient habillés en civil. Donc, et cette photo a été prise à Bramous. Donc c'est un petit hameau au-dessus de Guillestre.
Voilà, une autre mission. Voilà, donc pour le 04, la team Gram, alors eux, ils vont arriver très tard, ils vont arriver le 11 août. Alors eux, j'appelle ça un peu des touristes, parce que arriver le 11 août pour le 15, alors ce sera la seule équipe qui ne sera pas parachutée, tout simplement parce que dans l'avion où ils étaient, il y avait des généraux de la France libre, mais ils ne savaient pas sauter en parachute. Ah. Donc, ils les déposent, un avion Dakota, les dépose sur la piste de Spitfire, comme je vous ai expliqué, la piste clandestine, qui est dans le Luberon vers Apt, à 18 km d'Apt. Et ils vont arriver, alors dès qu'ils vont à leur arrivée, désolé, je répète arrivée, ils vont prendre une centaine d'hommes et un des responsables du secteur va leur dire bah, écoutez, allez à Céleste, si je ne me trompe pas dans la prononciation. Céleste. Céleste. Et ils vont bloquer la nationale en faisant du sabotage, c'est-à-dire bah, voilà, en faisant sauter des ponts, des virages, voilà, pour empêcher la descente des renforts de Gap-Sisteron d'aller sur la Côte d'Azur. En gros, vous prenez Fort-Calquier, Céleste et Manosque, vous faites un triangle, ils étaient là. Ensuite, dès que la force du général Butler arrive, après la libération de Digne, ils vont les accompagner jusqu'à Sisteron. Et arrivé Sisteron, ils apprennent qu'à Apt, ils ont besoin de renforts, donc ils vont partir, ils vont libérer Apt, le secteur de Apt. Et quand ils finissent Apt, ils retournent à Sisteron, à Gap ou Sisteron, et ils lui disent ça bat dans les bails, il faut partir. Donc là, ils vont partir en urgence, c'était que 3 hommes, hein, aider les FFI à bloquer, comme je vous ai expliqué, les Allemands qui arrivaient au col de l'Arche. Donc voilà, le rapport en anglais. Alors dans son rapport, comme je vous ai expliqué qu'il y avait des tensions, Crosby c'était un peu fâché avec le général ou le commandant Noël. Dans son rapport, il l'allume un petit peu, il dit que, bon, je n'y étais pas, il dit que Noël parade avec ses résistants. Après, je n'y étais pas, donc il ne faut pas oublier que c'est des Anglais, et si ce monsieur en face était, par exemple, je ne sais pas moi, communiste ou autre, voilà. Jetbird Chloroform, alors eux, ils ont fait 4 départements. Ils sont arrivés dans la Drôme, ensuite ils sont passés par le Vercors, ils étaient dans le Champsaur, et c'est eux qui ont fait sauter le fameux pont que je vous ai expliqué au début à Savines. Ils ont fait sauter le pont aussi de l'île Rousse, le village de Rousset, voilà, qui est limite 0405, voilà, pour empêcher. Et pareil, des responsables FFI du 05 leur ont reproché de faire sauter le pont. Mais comme a dit un des commandos, on est des militaires, on obéit à Alger ou à Londres, on n'obéit pas aux divergences politiques. Ils participent à la libération de Gap et ils partent dans l'Ubaye aussi. Ils vont participer, voilà, au combat de l'Ubaye. Et c'est une des rares photos, alors je l'ai en plus gros, j'ai réussi à avoir l'autorisation, j'ai retrouvé l'enfant du colonel Sassi. Il a fini en tant que colonel de sa carrière. Cette photo, elle a été prise à Barcelonnette. Pour ceux qui connaissent, j'ai retrouvé l'endroit de la photo où elle a été prise. Quand vous êtes au nord de Barcelonnette, en revenant de la Condamine, donc vous avez la Condamine dans le dos, il y a une conduite d'eau. Elle a été prise là. Voilà, donc là vous avez l'agent Fernandez. En vrai, j'ai vu tellement de photos que j'ai l'agent Fernandez, Sassi au milieu, Martineo, et là c'est l'agent anglais. Alors j'ai plus le nom. Voilà, désolé. Je crois que c'est John Ashley. Macintosh, pardon. Macintosh, on va facile à retenir. Macintosh. Et pour vous dire, c'est que dans beaucoup de rapports, à l'honneur des FFI des Alpes du Sud, Macintosh avait du mal à suivre les résistants du 05 et du 04 quand ils faisaient des marches poussées dans les montagnes. Régulièrement, c'est marqué que les montagnards marchaient tellement rapidement dans les montagnes que les commandos qui étaient habitués à courir sur du plat, ils avaient pas le cœur pour. Donc voilà, faut rendre aussi un hommage au FFI du secteur. Donc eux, les chloroformes, voilà. Donc j'ai retrouvé de son fils, Agent Sassi. Alors lui, il a une vie remarquable parce que il a fait Seconde Guerre mondiale, il a fait l'Indochine et la guerre d'Algérie. Bon, après, voilà. Après, il a eu quelques mots pas tendres envers
la résistance, où il critique un petit peu, mais bon, son livre a été écrit vers la fin de sa vie, donc après, voilà. Mais c'est eux qui ont formé les commandos l'Hermine. Pour ceux qui connaissent un peu le 05, c'est un nom qui ressort souvent. Bon, alors quand je parle, alors désolé, ça c'est dans le 05, mais vous allez comprendre, Sisteron, quand on voit les dégâts de Sisteron, quand ils ont bombardé la ville de Sisteron et qu'ils ont raté, c'était la voie de chemin de fer, pour ceux qui connaissent, si je ne me trompe pas, ils ont tué des centaines de personnes. En Brun, d'où je suis, ils ont... C'est le pont qui... Alors c'est le pont, alors. Merci. Merci beaucoup. Et en Brun, pareil, ils ont bombardé le pont. J'ai retrouvé ça aux archives de la Royal de l'US Army. Et en vrai, ils ont bombardé le pont vers le Super U, pour ceux qui connaissent, et ils ont raté le pont. Vous voyez ? Et heureusement que c'était jour de marché, c'est que les gens étaient au marché, il y avait très peu de gens dans les champs autour, et il n'y a eu qu'un seul mort et quelques blessés. Pareil, l'équipe Novoken, ils vont arriver, ils vont travailler dans le 05, et ils vont aller travailler dans les bails aussi. Hop là. Petite anecdote sur... alors, il y a eu des équipes qui sont arrivées, alors j'ai plus les noms, une mission qui s'appelait Union 1, 2 et 3. Ils devaient partir travailler avec une autre équipe Jetberg, parachutés à Seine-les-Alpes. Ils sont passés jusqu'à presque Barcelonnette. Ils ont rencontré Christine Graville, qui leur dit il faut partir par Guillestre, elle leur indique la route, et vous allez en Savoie, c'est là où ils devaient aller. Et c'est pour ça que je vous en parle, dans l'Ubaye, malheureusement, il y a eu un commando qui est mort. Donc il y a eu 2 agents secrets qui sont morts de force spéciale dans l'Ubaye. Malheureusement, il y a un des agents secrets français qui cale mal sa mitraillette, je crois que c'est une Sten. Le fusil tombe, la balle part, et elle lui perfore une artère. Merde. Et il a été enterré dans l'Ubaye. Voilà. Et ces hommes ont été missionnés pour participer à identifier où était sa tombe, parce qu'il était enterré rapidement. Et voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Sten, vous savez, c'est la fameuse mitraillette de la résistance, on voit le chargeur sur le côté. Il n'y avait pas de cran de sécurité. Et son deuxième nom, c'était la faiseuse de veuves. Parce qu'il y a eu beaucoup de blessés dans les rangs. Donc l'OSS, je vais vous parler que de la mission. Donc l'OSS est devenu la CIA après-guerre. Et le SOE, pour la petite histoire, j'ai oublié, oui, le SOE appartenait uniquement à Churchill. C'était un service secret qui dépendait que de lui. Il voulait que personne n'en prenne des décisions, c'était lui. Donc quand il y avait des décisions à prendre sur le secteur du 04, c'est Churchill qui donnait les ordres de mission de faire sauter des ponts et ainsi de suite et autres. Et exactement comme le monsieur les archives ont été brûlées après la guerre, si ce monsieur peut me monter la main, je le remercie parce que, voilà, merci beaucoup. Dès qu'on lui a dit, votre service secret, c'est terminé, il a ordonné de brûler Donc on a très peu de traces. Donc pour les Basses-Alpes, il y a eu l'équipe Ruth. Alors, je mettrai un bémol sur cette équipe parce qu'ils sont arrivés très tard. Ils sont arrivés le 3-4. Ils ont été parachutés le 3-4 vers Fayence dans le 83. Et il y a eu une erreur dans le parachutage. Donc ils sont arrivés, il y a eu des blessés dans la zone de parachutage parce que c'était très rocailleux. Ils vont récupérer les armes, transporter ça dans le camion. Ils vont aller désolé du terme, planquer, se cacher dans le maquis de Fort-de-France. Voilà. Mais le problème, c'est qu'ils vont arriver dans le maquis où ils vont arriver dans un maquis qui a fait quasiment tout le travail. Donc ils vont faire sauter, parce qu'ils ont décidé de faire sauter des ponts. J'ai retrouvé des écrits d'anciens FFI qui disaient que, en gros, quand ils ont fait sauter ces ponts, ça servait à rien parce que la voie de chemin de fer était déjà coupée à plusieurs endroits. Après, vu que j'y étais pas, je mets un doute, j'ai pris ce qu'il y avait dans les rapports. Ensuite, l'équipe va se scinder en 2. Il y en a une qui va rester dans le secteur de Digne, Castellane, et ils vont faire des barrages sur la route Napoléon. Et l'autre va partir dans le secteur des Mets, donc pas très loin d'ici, pour faire pareil un autre barrage. Drian. Donc forcément, dès qu'il y a un allemand ou quelque chose qui passait, ils mitraillaient avec toujours les FFI. Ensuite, quand les Américains vont arriver, le chef d'équipe qui est vers Castellane va participer à la libération de Digne, au combat de Digne. Voilà. Ils vont aider les Alliés jusqu'à Sisteron. Arrivés à Sisteron, ils vont partir alors j'étais obligé de le mettre, dans le 06. Dans le 06, et ils vont participer au combat le long du fleuve le Var. Alors, je me suis fait reprendre l'autre jour, mais la rivière le Var est un fleuve, parce qu'elle se jette directement dans la mer.
Voilà, donc ils vont participer jusqu'à fin août au combat. Les Allemands étaient très bien dissimulés et très bien armés le long de la rivière, mais côté de Nice et du village de Levant, et il est bombardé. Voilà. Donc là, une autre équipe dans le 05 qui, elle, va travailler dans le Briançonnais, le Queyras, l'équipe Nancy. Voilà, voilà, vous avez raison, vous avez vu, il y avait des... C'est pour ça que dans le livre, pour ceux qui ont lu le livre ou qui prendront le livre, j'ai fait des cartes, parce qu'il y avait des équipes de partout. Et en gros, il y en avait de partout. Alors eux, ils vont faire une petite mission en urgence. Pareil, quand les Allemands vont envoyer des renforts le 20 août dans l'Ubaye, ils vont arriver à Saint-Paul-sur-Ubaye, si je ne me trompe pas, parce que, désolé. Et ils vont faire sauter, pareil, un pont, et ils vont se faire tirer dessus par les Allemands, qui vont les repérer. Et après, ils vont vite se replier dans le Queyras. Donc vous voyez, il y a eu quand même des équipes du SOE, de la CIA. Le BCRA. Alors, le responsable qui est de la mission, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, de Gardanne, c'était le lieutenant René Obadia, expert en sabotage et en plasticage. Et c'était lui, chef de l'équipe, avec les résistants du 04-05 qui sont allés faire sauter. Voilà. Ils vont faire sauter en même temps les lignes en tension du poète et des installations qui alimentaient l'usine en électricité. Et j'ai retrouvé, pareil, beaucoup de sabotage sur la voie de chemin de fer entre Lyon, Marseille et Veynes, mais des sabotages aussi dans le 04. Quand je parle des endroits, c'est le nom de la ligne, mais elle a été coupée à plusieurs endroits. Alors ça, je trouve que les Anglais et les Français adoraient faire sauter les voies de chemin de fer, et c'était leur spécialité. Voilà, ils vont participer. Alors, hop, heureusement j'ai retrouvé ma petite note. Ils vont camoufler, en mai 44, il y a un avion qui va s'écraser à Simiane de la Royal Air Force. Les pilotes vont malheureusement mourir dans le crash. Et ils vont participer à dissimuler les corps. C'est eux qui vont cacher avec les FFI les corps. Et ils vont beaucoup armer les maquis dans le secteur du plateau de Valençol. Ils vont être énormément dans le secteur de Valençol. Donc j'ai pas tout mis dans les rapports dans le livre. Mais dans les rapports de mission, si quelqu'un veut continuer à creuser, j'ai donné des infos. Voilà. Et ils vont... L'aérodrome au sud de Sisteron, ils vont saboter des avions allemands. Voilà. Alors je ne sais pas si c'était des avions de combat ou de reconnaissance. Voilà. Hop. Alors il ne faut pas oublier qu'il y aura des poches de résistance dans l'Ubaye et dans le Briançonnais, dans le Queyras, jusqu'en avril 45. Voilà. Alors, conclusion. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu l'envoi de certaines missions, comme l'équipe Jetbird des commandos Graham, qui est arrivée très tard. L'OSS Ruth, alors eux, ils sont arrivés à ce qui paraît dans le 04, quasiment tout le travail était fait. Voilà. Quelques petites guéguerres, comme je vous ai expliqué, entre des maquis et des agents, et des désaccords. Par exemple, l'Ubaye où Francis Camers avait tiré la sonnette d'alarme. Voilà. Mais il ne faut pas oublier, c'est que si le débarquement de Provence a été rapide, c'est grâce au travail des FFI et des agents secrets. Tout simplement, le débarquement de Normandie, ça a été presque, on peut arrondir, à 3 mois de combat. Et quand on voit les cimetières en Normandie, ça a été une boucherie, avant la libération de Paris. Lyon a été libéré début septembre. Donc entre 15 août et le début septembre, ça fait quoi? Ça fait presque un peu plus de 15 jours. Et la seule grosse bataille qu'il y a eu, c'est les poches de résistance à Toulon-Marseille. Digne, voilà. Briançon, et c'est tout. Et les Alliés avaient prévu, grâce au FFI et au travail des agents secrets, c'était d'empêcher les renforts allemands de l'Italie, comme je vous ai expliqué, les renforts venant du nord par la voie de chemin de fer et la route Napoléon, Lyon, Grenoble et ainsi de suite, et d'empêcher, dans l'autre sens, les convois allemands, quand ils ont décidé de battre en retraite, de partir dans le nord de la France, par la route Napoléon, ou en passant par l'Italie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en passant par l'Italie, après ils pouvaient passer après en Autriche, et ainsi de suite. Dans les mémoires de Francis, grâce aux résistants et aux agents secrets, dans la région PACA, ils ont empêché 30% des effectifs alors c'est pas que le 0405, hein, c'est tout le travail qu'ils ont fait sur tout le secteur, 30% des effectifs allemands qui étaient basés dans le sud de la France de remonter.
C'est énorme. Et là où attendaient les Alliés, pour ceux qui s'y connaissent, c'est la fameuse bataille de Montélimar. Où là, ça a été l'aviation alliée a fait des carnages, et Francis raconte que au bord de la route, il y a des convois allemands carbonisés, et tout simplement. Alors je garde toujours le meilleur pour la fin, parce que tout simplement, pour Christine Graville et Francisca Maers, vous devez peut-être connaître l'histoire, tout simplement, c'est que Francisca Maers va à une réunion importante à Apt pour préparer la veille du débarquement, 4-5 jours avant, le débarquement de Provence avec les généraux, les chefs de secteur. Malheureusement, avec Zanfielding, un autre agent et Francis, ils étaient conduits par le fils d'un peintre. Alors, si quelqu'un peut m'aider. Renoir. Merci. Voilà, le petit-fils Renoir. J'avais un truc de mémoire. Et il y a un bombardement sur Digne. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, vous m'arrêtez. Il y a un bombardement sur Digne qui commence à lier. Il les dépose dans Digne pour qu'ils se mettent à l'abri. Et il les récupère à la sortie de la ville. Malheureusement, pas très loin d'ici, hein, ils se font attraper à un barrage. Au premier contrôle, c'était la file de gendarmerie. Donc c'était des simples gens militaires sinon. Donc il les contrôle, dans la mémoire de Francis. Il les contrôle, ça se passe bien. Malheureusement, une voiture de la Gestapo arrive et ils recommencent le contrôle. Manque de bol, ils avaient de l'argent liquide avec les numéros de billets qui se suivaient. Et là, ils sont tombés sur un qui était un peu plus malin. Vous savez, un peu à la Chevalier Aspalès. Donc il va reprendre le contrôle et il pense que c'est des agents secrets, il est pas bête. Il les embarque et ils vont être forcément, malheureusement, torturés au siège de la Gestapo. Et le fils de Renoir part à Seine-les-Alpes au QG, il prévient Christine Granville. Christine Granville essaye de faire une équipe pour aller attaquer Digne et les libérer. Le problème, c'est que Digne a encore la garnison avec... c'est ça. Voilà, et il devait y avoir de l'artillerie ou des tanks, donc ils se sont dit c'est bon. Et elle prend son vélo, elle part à Digne, elle rencontre un gendarme, un traducteur, un Alsacien, si je ne me trompe pas, qui... je me doute qu'elle lui a fait du charme, elle racontait une histoire, c'est que c'était c'était la nièce de Churchill, et que lui, il y avait une histoire, elle monte un coup de poker. Il arrive à lui faire un entretien avec un Belge qui travaille pour la Gestapo, Max, et elle lui dit voilà, c'est pas compliqué, le débarquement de Provence a commencé, la ville va être bombardée, et quand la ville va être libérée, on va vous lyncher dans la rue, on va vous donner aux habitants de la ville. Et lui, désolé, il est pas bête, hein, il va lui dire d'accord, je le libère, mais à condition, vous me donnez, je veux tant de millions de francs. De francs à l'époque. Donc après, j'ai plus la somme exacte. 2 millions. 2 millions. Ouais, voilà. Je pensais à 2 millions, mais bon, dans le doute, je préfère me retenir. Elle retourne à Seine, elle passe la commande. On dirait qu'elle commande une pizza à Alger, et ça a été le record pour la France. Ils ont mis 24 heures, même pas, pour envoyer le parachutage 2 millions en or, il me semble, de parachutage ou 2 millions. Elle prend l'argent, elle fait ce qu'elle a à faire. Et quand, dans les mémoires de Francis, c'est prévu qu'il soit exécuté, il est fait aligner, et vers le portail, il les fait sortir, il les met dans une voiture, et à la sortie de la ville, il les fait sortir de la voiture, et là il dit c'est fichu, on va y passer. Et heureusement, il voit Christine, et il va être sauvé. Ils vont faire un échange. Max, le monsieur de la Gestapo, va se constituer prisonnier. Et il va être envoyé en Italie, il sera jugé par la suite. Voilà. Et le gendarme qui servait de traducteur va toucher aussi de l'argent de cet échange. Et malheureusement, il a été retrouvé assassiné. Voilà. Alors, je ne sais plus dans quel secteur, c'est pas loin d'ici. La Robine. La Robine, merci. J'ai un trou de mémoire. Désolé, c'est pour les trous de mémoire. Donc. À la Robine, voilà, il va être retrouvé assassiné ou exécuté, si on peut dire. Et voilà, tout simplement. Donc Christine Granville, voilà, peut-être qu'elle a fait du charme, mais d'y aller tout seul, d'aller voir un gendarme, de dire voilà que c'est une agent, de raconter un grand bobard, d'aller voir la Gestapo, comme elle dit dans ses mémoires. Il y a un livre en anglais qui existe, c'est un beau romancé, c'est que tout simplement, après-guerre, elle dit ils auraient pu m'exécuter. Mais elle a libéré 3 agents,
Et à savoir, c'est que Christine Granville, il y a un monument qui a été inauguré il n'y a pas longtemps à Londres, et il semblerait que c'était l'espionne, une des préférées de Churchill. Et grâce à son travail, ils se sont rendus compte, les Anglais, que les femmes pouvaient servir à autre chose. Malheureusement, elle a été oubliée de l'histoire. Elle a fini femme de ménage, et elle est morte dans les années 50, poignardée par un Irlandais qui était fou amoureux d'elle. Et voilà. Et quant à lui, Francis, alors, après-guerre, Francis et Christine, ils auraient eu une liaison pendant leur mission dans le Vercors et autres, parce que quand ils étaient contrôlés, s'ils étaient ensemble, c'est plus facile de dire que c'est un couple, ça passe mieux. Mais par contre, après-guerre, j'ai trouvé alors j'ai plus son nom, je crois que c'est Murley, l'historienne anglaise je suis en contact avec elle, qui a écrit le livre sur Christine Granville. Voilà, si vous lisez, vous comprenez l'anglais, je vous invite à le lire. Et après-guerre, ils sont restés amis, et Francis a retrouvé sa femme, parce qu'il était marié, marié, il avait des enfants, mais ils sont restés amis. Et jusqu'à ce que Christine décède, ils venaient régulièrement tous les deux aux commémorations. Ils sont restés en contact avec beaucoup de résistants, de l'UBA et du 05 dans le Vercors. Et Francis, jusqu'au début des années 2000, sa fille et d'autres personnes qui l'ont connu m'ont dit qu'il venait jusqu'à la fin des années 90 dans la région, et il adorait notre région. Voilà. Et voilà, et comme j'ai dit tout à l'heure, bravo à la ville de Digne de lui avoir donné une place où voilà, tout simplement. Et il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de personnes, dont des gens de ma famille, qui ont fait de la résistance passive, qui faisaient des faux papiers ou qui planquaient des parachutages. On a tous quelqu'un dans la famille qui a donné un petit coup de main, qui n'a pas eu de médaille, parce que voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire au bon moment. Et voilà. Et il ne faut pas oublier, c'est que c'est les résistants du secteur, parce que j'ai un monsieur, pour la petite histoire, au Salon du Livre de Château-Ardouce, qui a commencé à dire oui, mais votre livre, il parle que des agents, vous ne parlez pas de la résistance. Je dis, mais la résistance, on sait ce qu'ils ont fait. Les maquis, on a 25 livres là-dessus. Ils ont fait un travail exceptionnel. Mais il ne faut pas oublier que dans les maquis, il y a eu des agents secrets. Voilà. Donc c'est pour ça que c'était un travail de base. Si quelqu'un, un historien professionnel, veut vraiment se poser, pour se travailler là-dessus, je l'invite. Je peux échanger avec lui parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel dans le 04. Voilà. Bravo. Ou un scénariste. Bravo. Merci. Désolé si j'ai un peu bafouillé, mais j'ai un vin de sèche, un peu la fatigue aussi.